Merci infiniment. Je vais vous partager mon écran dans quelques secondes. Merci de l'invitation à m'adresser et à partager la perspective de l'Ordre sur la question de la santé et du mieux-être. J'avoue que c'est avec un petit sourire que j'ai accepté parce qu'à chaque fois que j'ai une tribune à l'externe et qu'on me pose des questions où je dois parler de santé, sécurité et de mieux-être, je cite constamment les travaux de l'OSMET. Alors, je trouvais ça un peu particulier ce matin d'être ici au milieu des vrais experts du sujet pour vous offrir la perspective de l'Ordre sur cette question-là. Alors, je vais partager mon écran. Ça va bien? Vous voyez Ça bien? va très bien. C'est Excellent. parfait. Excellent. Euh, la question en fait, l'angle qu'on demandait de partager, c'est pourquoi et comment. Je pense que dans le comment, Myriam vient de nous démontrer un exemple bien concret d'une belle culture d'organisation chez Cascade avec différentes initiatives. Je vais peut-être passer du temps beaucoup sur le pourquoi ou ce qu'on observe au sein des organisations. Parce que comme professionnel en ressources humaines, ce fameux pourquoi depuis des années, le cas d'affaires pendant il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans, pour convaincre les organisations de vraiment investir du temps, des ressources, de l'énergie en santé, mieux-être, c'était pas toujours simple à faire. J'ai dû personnellement essayer de convaincre les équipes de haute direction parce que c'est pas toutes les organisations, bien sûr, qui ont cette belle culture puis déjà été convaincues, comme le sont Cascade et plusieurs là, qui êtes là, j'en suis convaincue. Mais on peut pas tracer d'un trait de parler de toutes les organisations au Québec de la même façon, mais quand même dans certains environnements. La vision parfois un peu court terme des organisations, la difficulté à bien expliquer le retour sur cet investissement-là. Sur le bottom line, a fait que pour les gens de la RH comme moi, ça a parfois été difficile de convaincre la haute direction d'investir, ce qui n'est plus le cas. En fait, aujourd'hui, bien sûr, ça fait longtemps que certaines organisations ont adopté des pratiques positives en santé et mieux-être. Et le cas d'affaires, il se fait de mieux en mieux. Récemment, bien sûr, il y a l'effet des deux P, hein, la pénurie, la pandémie, qui ont fait que les notions de santé et mieux-être sont au cœur des préoccupations des organisations et c'est tant mieux. On voit déjà beaucoup de fébrilité, beaucoup de mouvements, beaucoup de gestes positifs qui sont posés par les organisations. Je pense et j'espère que ça aura cet effet positif là, sur les milieux de travail. Alors, pourquoi s'en occuper aujourd'hui? Bien sûr, si vous avez pris du temps ce matin pour être avec nous, vous êtes vous-même très convaincu, possiblement que vous jouez un rôle actif dans vos organisations, vous faites de la recherche sur le sujet. Peut-être qu'on n'a pas, j'aurais pas à vous convaincre, mais si parmi vous, il y a encore des gens qui doivent présenter le cas d'affaires pour convaincre les organisations d'agir, voici quelques éléments que je voudrais vous partager. Ben, le premier pourquoi, c'est nécessairement pour rencontrer les attentes des employés, des collaborateurs, des contributeurs au sein des organisations. Je pense qu'on le sait, on le constate, les attentes des gens sur un climat de travail qui est positif, qui est très humain. Myriam nous parlait de la valeur humaine qui transcendait très certainement ce qu'elle nous présentait chez Cascade. Ben, c'est le genre d'environnement que les employés recherchent aujourd'hui. C'est le genre d'environnement pour lequel ils veulent s'investir. Et dans un contexte où le marché leur est favorable, si une organisation ne met pas de l'avant ce genre de climat de travail, bien sûr, ils vont aller voir ailleurs. On voit la volonté, un autre sujet dont on a beaucoup parlé dans la dernière année, c'est de tout ce qui est la diversité et l'inclusion. Ce sont les attentes des gens d'avoir des milieux inclusifs qui les respectent comme individus, qui prennent en considération non seulement le fait qu'ils sont des travailleurs et qu'ils contribuent à la mission d'entreprise, mais aussi qu'ils ont d'autres volets à leur vie. Ils veulent cet environnement où on les reconnaît dans l'ensemble de ce qu'ils ont à faire, de qui ils sont comme individus. La conciliation au travail, vie personnelle, un volet important, celui depuis des années. Déjà, il y a certaines études qui montraient l'importance que ça prenait dans la décision d'emploi des gens de choisir un employeur qui avait des politiques, des initiatives pour la conciliation travail-vie personnelle. Bien sûr, vous le savez, on a énormément parlé de télétravail. On a vécu tous probablement le télétravail. Là, on expérimente les modèles hybrides. Bien sûr, ça va au-delà du télétravail, la conciliation travail personnel. Il y a d'autres mesures qu'on peut mettre en place et elles prennent de plus en plus d'importance dans le choix que font les gens d'accepter un emploi ou de rester.
Je ne sais pas si vous, comme moi, vous constatez un peu que la pandémie a fait que la relation au travail des gens a changé. Les gens font des choix différents. Il y a ce phénomène, je ne sais pas si vous le vivez, moi, je le vis dans ma petite organisation, ma petite PME qui est là. Il y a beaucoup de remises en question et donc le phénomène de cette grande démission-là. Donc, des gens qui veulent faire des choix différents. Donc, ça amène une relation avec le travail qui est différent. Le focus sur leur santé, leur mieux-être, il est très, très important. Alors, nécessairement, il faut que les organisations soient au rendez-vous pour procurer ce milieu sain-là, l'expérience employée dont Myriam nous parlait. Donc, ce sont les attentes des gens et dans un marché, encore une fois, donc garder nos talents, c'est absolument important pour la croissance de l'organisation. Donc, il faut avoir ce genre de milieu que nous a décrit Myriam. Bien sûr, pour soutenir la prospérité des organisations, donc d'un volet, le pourquoi, c'est les gens, c'est ce qu'ils s'attendent, c'est le genre de milieu qu'ils souhaitent, dans le genre de milieu dans lequel ils veulent évoluer. Mais si on regarde, donc ce souhait-là des gens, ben c'est en cohérence avec soutenir des organisations prospères. Donc, c'est révolu depuis longtemps à l'époque où on avait l'impression, comme professionnel en ressources humaines, que on était entre l'arbre et l'écorce, que si on mettait en place un programme, une initiative qui était au bénéfice des employés, c'était au détriment de la croissance des organisations. Il y a cette espèce de paradigme complètement faux qui existait. Mais bien sûr, depuis un certain temps, les entreprises ont compris, en fait, et l'ensemble des gens ont compris que le bien-être, le développement, la reconnaissance des gens, des individus, ben, c'est en lien avec la prospérité des organisations. Des statistiques que vous connaissez peut-être parce que vous vous intéressez au sujet notamment de la santé psychologique, la santé mentale. Vous voyez certaines données à l'écran. On aurait pu prendre beaucoup d'autres indicateurs qui existent. On les a notamment suivis dans la dernière année, spécifiquement à cause de la pandémie. Donc, tout ce qui est au niveau de la santé psychologique, une grande préoccupation des organisations depuis un certain temps parce qu'il y avait des coûts qui étaient associés de façon très claire. Mais l'impact humain, bien sûr, de ces problèmes, notamment de santé psychologique, font que les organisations euh, tentent de mettre en place d'autres mesures de façon plus proactive. Toujours la pandémie, bien sûr. Il y a peut-être probablement des choses qu'on ne sait pas encore. On a parlé de santé psychologique beaucoup, on a parlé de l'effet de l'isolement des télétravailleurs, bien sûr de la situation anxiogène. Le stress était causé par la pandémie. Mais il y a aussi d'autres coûts, je pense, en santé et sécurité que les gens vont commencer à vraiment documenter. Est-ce qu'on va voir plus de problèmes liés à la sédentarité quand même accrue de beaucoup de télétravailleurs? Est-ce que les problèmes de prise de poids, par exemple, problèmes d'ergonomie, bien sûr, pour ces mêmes télétravailleurs-là? Je pense qu'il y a certains indicateurs qui nous disent qu'au niveau de la consommation d'alcool ou de drogue, ça pourra avoir augmenté. Donc, il y a des choses on va voir émerger aussi de problématiques de santé qu'il va falloir continuer de surveiller. Une autre raison pour investir au niveau de la santé et mieux-être, ben, si on veut le voir comme ça, ben, c'est pour se conformer à ses obligations. Bien sûr, les lois sur la santé et sécurité existent depuis longtemps, mais vous l'avez certainement suivi avec intérêt comme nous. Peut-être pas toutes les 180 heures d'études détaillées du projet de loi 59 sur la modernisation de la LSST puis de la LATMP, mais donc ce que nous, on trouve particulièrement intéressant dans cette modernisation-là, c'est bien sûr le fait qu'on va étendre les mécanismes de prévention à l'ensemble des organisations au Québec de façon plus claire, plus soutenue, mais aussi toute la notion de risques psychosociaux qui a été intégrée à la modernisation de la loi. Donc, vraiment, les employeurs qui devront, de la même façon qu'ils le faisaient pour les risques à la santé et la sécurité, donc santé physique, sécurité, regarder du côté des risques psychosociaux. C'est vraiment un volet intéressant et bien sûr, on connaît certaines données, notamment de l'Institut national de la santé publique, sur l'impact que peut avoir les risques psychosociaux, le fait que les gens soient exposés, travailleurs, travailleuses soient exposés. Vous voyez les données à l'écran.
Donc, une belle avancée qui va se faire progressivement là, au cours des prochaines années pour l'implantation de risques psychosociaux. Mais c'est sûr, mais c'est quand même pas banal. Hein? C'est pas banal comme exigence pour les employeurs, petits, moyens et grands. L'ordre s'est exprimé en commission parlementaire en disant, bien sûr, on veut qu'on regarde la santé psychologique, mais il va falloir vraiment outiller les organisations pour réussir à faire cette identification des risques. Et quand on parle des risques psychosociaux, euh, ben, c'est vraiment, et pour l'instant, c'est l'outil de référence de l'INSPQ qui est de l'avant, et c'est vraiment de regarder l'ensemble des risques qui sont liés à notamment, par exemple, à la charge de travail, à la reconnaissance au travail. Est-ce que les gens ont l'autonomie décisionnelle? C'est quoi la relation avec le superviseur, avec les collègues? Donc, c'est vraiment des éléments qui, en fait, sont au cœur de la pratique des gens de RH. C'est des choses qu'on regarde pour procurer cette expérience positive, pour garder les gens mobilisés. Bien, la nouvelle loi va amener les employeurs à porter plus d'attention. Notre souhait pour l'ensemble des employeurs au Québec dans la rencontre de cette obligation-là, c'est beaucoup qui se fie à la science, justement. Parce que le spectre est quand même large. Je vous ai partagé quelques indicateurs. Peut-être que dans certains milieux, ça va flirter un petit peu proche avec les relations de travail. Donc, il faut vraiment que ça soit bien fait. Alors, le souhait de l'ordre et ce qu'on répète souvent sur la place publique, c'est de se fier à la science sur quelles sont les mesures qui ont vraiment, les initiatives qui ont vraiment de l'impact sur la santé psychologique. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'organisations qui, de bonne foi, vont investir du temps, des ressources, de l'énergie pour mettre en place certaines mesures pour adresser les risques psychosociaux qui n'auront peut-être pas vraiment l'impact souhaité. Donc, d'où l'importance des travaux de l'OSMED de continuer d'avancer dans la recherche, mais de les rendre disponibles, de les vulgariser, de les diffuser. On sera toujours un partenaire pour ce faire, pour vraiment soutenir les organisations pour qu'ils travaillent sur des initiatives qui ont vraiment un impact. Comment on fait ça? Bien, j'avais le goût de vous parler un petit peu qu'est-ce que ça a changé ou qu'est-ce que ça change au niveau des professionnels CRHA, CRIA. Ben, ce qu'on voit émerger, c'est assez intéressant dans la formation initiale des futurs CRHA, CRIA, comme les programmes de l'Université de Montréal en relations industrielles et d'autres programmes au Québec. Bien, on voit émerger de plus en plus dans la formation initiale des cours qui sont vraiment axés sur toute la question de la santé et le mieux-être. Donc, clairement un cycle d'un temps et on l'accueille de façon bien sûr, très, très positive. Ça fait partie de notre référentiel, le guide des compétences sur le fait que la profession doit s'intéresser à ces questions-là, de pouvoir comprendre la science, mettre en place des mesures, être capable, bien sûr, de faire le cas d'affaires pour impliquer l'équipe de direction dans ces mesures-là. Donc, dans notre propre offre de développement de compétences, je regardais au fil des années comme la place que les initiatives en santé et mieux-être avaient pris pour s'assurer que les CRHA-CRIA rencontrent leurs obligations de formation professionnelle. Ils doivent faire de la formation continue pour maintenir leur titre. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a au fil du temps, au niveau de la déontologie, mais même des obligations pour les CRHA, CRIA liées à leur code de déontologie en lien avec des enjeux de santé, sécurité, mieux-être. Je vais prendre un exemple sur un sujet qui tient à cœur à l'ordre, c'est tout ce qui est la notion de harcèlement. Donc c'est clairement évoqué par le code de déontologie des CRHA, CRIA qui doivent intervenir lorsqu'ils sont mis au courant d'une situation et on a certains cas, malheureusement, là, donc le syndic de notre ordre fait son travail quand ce n'est pas le cas au sein des organisations. On a un programme d'inspection professionnelle, donc on inspecte, cette année, on va inspecter 1000 CRHA, CRIA donc c'est environ 10, on est à 11 000 membres, là, mais donc notre objectif, c'est d'inspecter chaque année 10% des CRHA, CRIA. Donc, l'objectif de l'inspection, c'est de s'assurer, bien sûr, de l'adéquation de la pratique avec les règles de l'art, avec les codes de déontologie. Et ben, on profite de cette visite-là. C'est la seule fois que l'Ordre débarque chez ses membres. Bien sûr, on le fait virtuellement depuis le début de la pandémie, mais pour vraiment adresser les sujets importants et depuis quelques années, des notions notamment qui touchent au harcèlement, à la gestion de conflits,
Là, bien sûr, au niveau des obligations qui émanent de la modernisation de la loi de la SST, donc l'équipe d'inspection va sensibiliser, éveiller, s'assurer que nos professionnels jouent le rôle qu'ils doivent jouer au sein des organisations. C'était un petit bout sur l'ordre et les professionnels, mais au sein des organisations, bien sûr, comment on fait tout ça? Ben, c'est beaucoup d'accès sur des pratiques fondamentales pour créer des milieux de travail sains, ouverts, respectueux, dans lesquels les gens peuvent s'épanouir. Je vous dirais, puis mon biais sur la santé psychologique, parce que bien sûr, c'est au cœur des préoccupations, mais si je regarde au fil du temps la façon dont les employeurs ont abordé la question même plus large de santé, mieux-être, au tout début, en fait, ça fait très longtemps qu'on a beaucoup d'organisations ont des programmes d'aide aux employés, ce qui est très bien, puis c'est une pratique qu'on doit maintenir pour donner ces ressources-là. Aussi, ça a commencé beaucoup, vous vous en souviendrez, ceux qui ont mon âge, là, ça fait quelques années, donc on a introduit les organisations procuraient soit des laissez-passer pour aller s'entraîner ou avait des installations. Fait que ça a beaucoup commencé comme ça, les considérations, mais je ne parle pas nécessairement, bien sûr, des environnements à haut danger de sécurité, mais vraiment tout ce qui est plus santé globale et mieux-être, ça s'est introduit comme ça. Mais c'était beaucoup dans une optique où l'employeur était là pour donner des moyens à l'individu de prendre en charge sa santé. Et, ou encore d'agir quand il y avait une problématique de santé. Donc, on est un petit peu c'est comme ça qu'on a abordé, je pense, de façon générale, tout ce qui était santé globale et mieux-être dans les organisations. Mais l'idée, c'est de maintenir ça, mais de vraiment jouer sur tous les niveaux de prévention. Donc, c'est plus peut-être prévention tertiaire, secondaire, mais vraiment à la base, ce qui a vraiment de l'impact, et notamment au niveau de la santé psychologique, c'est vraiment de regarder c'est quoi nos pratiques de gestion. Quelle est la communication? Est-ce qu'elle est bilatérale? Est-ce qu'elle est fréquente? Est-ce qu'elle est transparente? Comment on mesure la charge de travail? Les délais, est-ce qu'ils font sens? Est-ce qu'il y a des demandes contradictoires qui sont faites aux employés? Est-ce qu'on donne cette autonomie-là? Est-ce qu'on donne cette confiance-là? Est-ce qu'on a bien sûr la flexibilité qui est si importante pour les individus et la fameuse reconnaissance qui est si simple? Alors, ce sont à la base les fondements qui créent les environnements qui sont propres à bien sûr réduire la détresse au sein de nos organisations, mais ce qui est idéal, c'est aussi, ce sont les mêmes facteurs qui gardent aussi les gens attachés, qui connectent les individus avec l'organisation, qui les emploie. Donc, c'est d'une pierre deux coups, on s'adresse à la santé des gens, mais en même temps, ben, au niveau de l'organisation, on acquiert aussi de la loyauté, puis on peut continuer de compter sur ces talents-là. C'est mon petit éditorial parce que dans cette optique-là de faire confiance, de soutenir l'individu, de créer des milieux de travail sains, il y a une tendance qu'on a vu émerger dans la dernière année et demie, c'est le fait qu'on a vu une recrudescence des technologies de surveillance des télétravailleurs. Et vous voyez les données, on a fait un sondage là, en mai en disant c'est quoi l'impact, c'est quoi la présence, et vous voyez les résultats. C'est un peu, pour nous, ça va à contresens avec le genre d'environnement qu'on veut créer. C'est un peu dommage de voir quand même que plusieurs organisations sont encore dans un paradigme de contrôle, de mesurer l'assiduité comme si c'était un synonyme de productivité. C'est souvent le réflexe parfois de dire on va surveiller pour éviter les abus, mais l'impact que ça a, le message que ça envoie à 80, 90 95 des employés qui travaillent fort, qui veulent bien faire, c'est peut-être pas souhaitable. Alors, c'est ma partie éditoriale, mais je pense que dans l'optique de santé, de confiance, de réduire le stress sur les gens, c'est peut-être pas la meilleure stratégie à avoir. Je termine en un clin d'œil avec, bien sûr, l'impact de ce fameux travail hybride que plusieurs d'entre nous sommes en train de tester selon différentes formules maintenant. Et je sais que Tania va vous en parler de façon beaucoup plus intelligente que moi dans quelques minutes. Alors, je vais lui laisser. Mais bien sûr, la préoccupation au niveau de la santé, le mieux-être, c'est notre capacité dans un modèle hybride de pouvoir détecter des problèmes de santé, d'avoir des gens qui vont lever la main quand ils vont vivre certains problèmes de santé. Est-ce que la connexion, le sentiment d'appartenance, est-ce qu'il y a une certaine anxiété
On le voit notamment chez les jeunes qui s'inquiètent du fait de ne pas être vus. On croirait que ces jeunes-là, ils trippent sur l'écran et tout ça, ils sont bien à l'aise avec ça, mais ils sont inquiets pour leur carrière, la reconnaissance, la promotion. Bref, le travail hybride, c'est pas juste une question d'horaire, c'est pas juste une question de flexibilité à donner aux employés. Bien sûr, c'est une considération, mais c'est une grande opportunité de réorganiser le travail, bien sûr pour l'efficacité, la productivité, la flexibilité, mais aussi de penser aux notions de santé et mieux-être. Voilà, merci beaucoup.